Il est 19h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Nous célébrons une date phare du processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume, le 45e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Dans moins de 2 heures, Sa Majesté le roi Mohamed VI adressera un discours à la nation. La Marche verte, un événement grandiose gravé à jamais dans les esprits et l'histoire collective du Maroc contemporain. 4 décennies plus tard de marche vers le progrès et la prospérité qui marquent au quotidien le destin des populations de cette partie du Royaume. Bonsoir, dans moins de 2 heures, Sa Majesté le roi Mohamed VI prononcera un discours à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte. Le discours sera transmis sur les ondes de la radio et à la télévision à 21h. Un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a indiqué que, suite à la découverte d'un cas positif au Covid-19 dans l'équipe technique en charge de l'enregistrement et de la diffusion audiovisuelle du discours royal à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte, et compte tenu des protocoles sanitaires stricts et des mesures qui s'imposent en la matière, le discours royal sera adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI ce samedi 7 novembre 2020 et il sera transmis sur les ondes de la radio et à la télévision à 21h. Il y a 45 ans, la Marche verte, un événement sacré qui a vu 350 000 Marocains se lancer à la conquête pacifique de leur Sahara. Derrière son roi, feu Sa Majesté le roi Hassan II. Plus qu'un simple anniversaire. Comme chaque année, cette célébration est l'occasion de revenir sur cette étape phare de notre histoire récente, où le peuple marocain a consenti de grands sacrifices sous la conduite de feu Sa Majesté le roi Hassan II pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume. C'est également l'occasion de mettre en avant l'élan de développement tous azimuts et les chantiers titanesques qui ne cessent d'émerger dans les provinces sud du Royaume. Notre édition spéciale depuis l'Aïoun se poursuit. Ce soir aussi, les projecteurs seront braqués sur le formidable bond socio-économique porté par le modèle de développement inédit, ambitieux et pertinent, tous secteurs confondus, de l'infrastructure à l'énergie solaire en passant par les investissements. Au menu également des éclairages concernant les modèles de développement des provinces sud avec des invités de grande facture. Sans plus tarder, nous retrouvons à l'Aïoun Iman Hablo et toute l'équipe sur place. Bonsoir Iman. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Ravi de retrouver à nouveau pour cette édition spéciale Marche verte depuis l'Aïoun. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Mohamed Abdelhafid El-Abchihi, directeur régional de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'accueil. Merci à vous. 45 ans après le retour à la mère patrie, les provinces du Sud sont en passe de devenir de véritables pôles de développement. Un nouveau modèle de développement leur est dédié, doté d'un budget de 77 milliards de dirhams. Ce programme lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2015 est en train de transformer la physionomie de ces régions. Une dynamique de développement saisissante, infrastructure, éducation, promotion des droits de l'homme, formation, emploi des jeunes, promotion de l'esprit d'entreprise, santé, culture et bien d'autres domaines. Éclairage dans ce sujet, Zakaria Mouqin Billah. شعبي العزيز إن تطبيق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. Cher peuple, l'application du modèle de développement de nos provinces du Sud traduit notre fidélité à notre engagement auprès des citoyens dans nos provinces du Sud pour ériger celle-ci en un véritable modèle de développement intégré. Nous l'entendons comme un pilier d'appui pour l'insertion définitive de ces provinces dans la patrie unifiée et pour le renforcement du rayonnement du Sahara comme centre économique et comme trait d'union entre le Maroc et son prolongement africain. Dans son discours prononcé le 6 novembre 2015, depuis l'Aïoun, à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le roi Mohamed VI pose les jalons à même de promouvoir le nouveau modèle de développement des provinces du Sud. De grands projets économiques et sociaux sont prévus, dans le but de créer de la richesse et de valoriser les ressources naturelles. Parmi les projets importants, le nouveau complexe Marsa dans le port de l'Aïoun, pour la valorisation des phosphates. Les travaux au niveau de l'unité de production des engrais, l'unité de lavage et flottation des phosphates et les unités de séchage et de stockage avancent à un bon rythme. Le nouveau port réalisé au large de l'Aïoun est construit selon des standards modernes, avec l'objectif de développer les capacités logistiques d'import-export. Ce programme imposant nécessite des investissements de l'ordre de 16 milliards 800 millions de dirhams
Il permettra de créer quelques 1270 postes d'emploi et de renforcer la compétitivité internationale du Maroc dans le secteur des phosphates et des produits dérivés. La sauvegarde des ressources hydriques est un autre volet important. Dans la région Guelmim-Ouadnoun, le barrage Fasque dans la province de Guelmim est un projet d'envergure. 1 500 000 m² de béton compacté constituent les fondations de cette structure hydraulique qui permettra de pourvoir une capacité de 79 millions de m² de ressources hydriques afin de répondre aux besoins de la population et de l'agriculture au niveau de la région. Environ 10 000 hectares vont être irrigués grâce aux eaux collectées par ce barrage. Le barrage Fasque est considéré comme le plus grand au niveau national en termes de béton compacté. Parmi les objectifs du projet, l'enrichissement de la nappe phréatique, garantir l'eau potable à la population de Guelmim-Ouadnoun et aux douars avoisinants et la prévention des inondations. Ce barrage permettra de créer 625 000 postes de travail durant la phase de réalisation. Le secteur de la pêche maritime, autre pilier du développement économique dans les provinces du Sud. Depuis les années 70, le Maroc accorde une grande importance à cette activité. Aujourd'hui, après 4 décennies et demie, les investissements réalisés dans ce domaine donnent de bons résultats. Des projets qui ont profité grandement aux populations des provinces du Sud et à la croissance économique. De nouvelles bases sont édifiées pour un développement intégré, complémentaire et harmonieux dans tous les domaines. C'est le cas du secteur du tourisme dans le Sahara marocain. L'attrait des provinces du Sud, les conditions naturelles, des plages qui s'étendent sur des kilomètres, constituent les atouts pour une industrie touristique. Les régions du Sud drainent des investissements nationaux et étrangers. Des unités hôtelières, des centres et des villages touristiques sont édifiés, surtout dans la région de Dakhla Oued Dahab. Le côté social n'est pas en reste. Les provinces du Sud renforcent leur offre de soins. Les structures hospitalières se multiplient. Des hôpitaux provinciaux et différents centres de soins voient le jour. Aujourd'hui, les citoyens ont accès à des services de qualité dans de meilleures conditions. Un hôpital provincial est prévu à Tarfaya, d'une capacité de 70 lits, en plus de 2 projets relatifs à l'aménagement et à l'agrandissement de l'hôpital Moulay El Hassan El Ayoun et de l'hôpital provincial de Smara. Un centre d'oncologie commencera à prodiguer ses services dans les prochains jours. Autant de projets économiques et sociaux lancés dans les provinces du Sud. Doté d'un budget de 77 milliards de dirhams, le nouveau modèle de développement ambitionne de favoriser une politique intégrée avec la création de pôles économiques majeurs, de favoriser la promotion sociale et de renforcer les infrastructures afin de faire des provinces du Sud un trait d'union entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Alors, Monsieur Abchi, nous venons de le suivre dans le reportage. Depuis le lancement de ce programme en 2015 par le souverain, plusieurs projets sont sortis de terre. Le nouveau modèle de développement de nos provinces du Sud a tracé la voie pour un développement inclusif et multidimensionnel qui profite à la population, bien entendu. Et quelles sont les priorités de ce programme ? Donc, pour les priorités de ce programme, il concerne la réalisation de la voie express entre Tiznit et Dakhla. C'est un linéaire de 1055 km avec un coût d'environ 8 milliards et demi. Pour la région de l'Ayoun, Sakir Hamra bénéficie de 550 km de cet aménagement. Le but de cet aménagement, il est en 2 volets. Premièrement, la réalisation d'un double voie entre Tiznit et l'Ayoun. Après, l'élargissement et le renforcement de la nationale 1 entre l'Ayoun jusqu'au Dakhla. Donc cet aménagement va servir premièrement à réduire premièrement le temps de parcours entre différentes collectivités et provinces. Deuxièmement, il va rehausser l'indicateur de la sécurité routière. Troisièmement, il va offrir aux usagers de la route un service de confort. Troisièmement, et c'est le plus important, il va lier les provinces du Nord avec celles du Sud et il va également faire une connectivité de ces provinces du Sud
avec le sud africain. Donc, il va permettre l'ouverture du Maroc sur le sud africain. Alors, nous allons retourner bien entendu plus en détail sur ce méga projet, mais en fait, quelles sont les autres priorités de ce modèle de développement qui est dédié à nos provinces du Sud? Donc, à côté de ce grand projet phare, il y a aussi également l'aménagement de l'axe routier entre Laayoune, Smara et Smara-Tantane, sur un linéaire d'environ 308 km. Donc, entre Laayoune et Smara, on va faire le même type d'aménagement que le projet de la voie express, ça veut dire un élargissement à 9 mètres avec les mêmes normes que la voie express. Comme ça, si vous remarquez bien, toutes les provinces de la région, Tarfaya, Smara et Boujour, ils seront connectés au chef-lieu de la région, ça veut dire à Laayoune, avec des routes vraiment d'une qualité très élevée. Alors, les infrastructures est une priorité de ce programme, mais il y a aussi d'autres secteurs, l'agriculture, l'industrie touristique et la santé, qui est justement l'un des secteurs clés de développement des services. Laayoune abritera bientôt sa propre faculté de médecine et de pharmacie. Où en est ce projet? D'accord, à côté de ce projet, des projets routiers que la direction régionale assure le rôle des maîtres d'ouvrage, il y a des infrastructures côté santé et côté enseignement supérieur, dans lequel cette direction assure le rôle des maîtres d'ouvrage délégués. Ça veut dire qu'ils élaborent les CPS, les appels d'offres de travaux, et suit les travaux. Parmi ces infrastructures, on note, du point de vue enseignement supérieur, la faculté de médecine. Donc, ce projet, c'est un projet phare qui coûte dans l'enveloppe budgétaire environ 248 millions de dirhams. Pour l'avancement des travaux, il est avancé, il est à 50%. On espère, Inch'Allah, terminer les travaux, que ce projet sera prêt vers fin juin 2022. Pour l'infrastructure santé, il y a deux projets dans la région. Il y a deux projets qui s'inscrivent toujours dans le nouveau modèle de développement. Il y a, comme vient de dire dans le reportage le délégué régional de la santé, il y a l'hôpital provincial de Tarfaya. Ce projet, les travaux de ce projet ont coûté environ 100 millions de dirhams. Sa capacité est de 70 lits. Les travaux sont bien avancés, ils sont à 50%. On espère également l'achever vers début de 2022. Alors, à côté de ce projet, dans l'infrastructure, si vous permettez, à côté de ce projet de Tarfaya, il y a un projet, un important projet qui est le CHI, ça veut dire le Centre Hospitalier Universitaire à Laayoune. Alors, ce projet d'environ, le coût des travaux d'environ 540 millions de dirhams répartis en dollars, le terrassement avec 20 millions de dirhams, il est déjà achevé. On est maintenant dans le grand œuvre. Les travaux sont avancés, ils sont de l'ordre de 12%. Il reste bien sûr les lieux secondaires, voire l'électricité, la plomberie, la menuiserie et le fluide. Donc ça va être en total un projet qui coûte environ 1,2 milliard et dont sa capacité est de 500 lits, avec toutes spécialités confondues. Donc voilà, c'est des projets avec des budgets conséquents. Et nous venons de l'évoquer, parmi ces projets phares du nouveau modèle de développement, c'est justement la double voie express Tizni-Dakhla. Un projet qui constitue un secteur grandiose à même de renforcer la complémentarité économique entre les régions du Sud et de Souss-Massa. Il s'agit de mettre en place un axe routier avec des normes techniques de taille entre les provinces du Sud et les autres régions. Plus de précisions dans ce sujet de Mohamed El Leshkar. Cet axe routier devrait s'étendre au total sur
1055 km en bonne partie sous forme de double voie express qui perce le désert sur 555 km entre Tiznit et Lioun. C'est la première grande tranche du projet. La double voie express se dessine en bitume à une vitesse de croisière très soutenue, même en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Dans un an, le nouvel axe routier Tiznit-Lioun devrait être achevé, de même que son prolongement jusqu'à Dakhla. La deuxième grande tranche du projet, la route existante élargie à 9 mètres, pour relier les chefs-lieux des régions de Lioun Saqi al-Hamra et Dakhla ou Dahab. Les deux immenses tranches de l'axe routier constituent un méga projet annoncé par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le discours de la Marche verte adressé à la nation depuis Lioun le 6 novembre 2015. Discours qui traduit les grandes ambitions de faire des provinces du Sud de véritables hubs économiques et de réseaux de communication desservant les sous-régions africaines, l'Afrique subsaharienne et de l'Ouest. ففي مجال البنية التحتية ستتم تقوية الشبكة الطرقية بالمنطقة. Dans le domaine des infrastructures, il sera procédé au renforcement du réseau routier de la région à travers la réalisation d'une voie express aux normes internationales entre Tiznit, Lioun et Dakhla. Parallèlement, nous invitons le gouvernement à réfléchir à la mise en place dans les provinces du Sud d'un hub de transport aérien desservant l'Afrique. Nous caressons également le rêve de construire une ligne ferroviaire de Tanger à Al-Gouira pour relier le Maroc au reste de l'Afrique. Nous prions pour que Dieu nous aide à trouver les ressources financières qui nous manquent aujourd'hui en vue de parachever la ligne Marrakech-Al-Gouira. De même, nous comptons construire le grand port atlantique de Dakhla, réaliser d'importants projets d'énergie solaire et éolienne dans le sud et connecter la ville de Dakhla au réseau électrique national. Nous espérons en outre relier ces réseaux et ces infrastructures aux pays africains et contribuer ainsi à leur développement. والبنيات التحتية بالدول الإفريقية بما يساهم في النهوض بتنميتها. Cet axe routier permettra une meilleure connexion terrestre pour une plus grande fluidité des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne et de l'Ouest. Moi, je vous dis, je suis là depuis 2005 que je prends cette route. Actuellement, ce projet-là, quand ça se termine, wallahi, ça sera le plaisir de voyager ici. Moi, je suis conscient de tout ce qu'ils ont fait depuis 2005. Le nouvel axe routier permettra de réduire le temps du transport et d'améliorer le confort et la sécurité. Je fais régulièrement le trajet Agadir-Dakhla. Ça me prenait jusqu'à 48 heures. À présent, 24 à 26 heures seulement. Le projet se répartit en 30 tronçons et 16 ouvrages techniques. L'enveloppe budgétaire du projet est de 8,5 milliards de dirhams. Le taux d'avancement des travaux sur l'ensemble du projet est de 30%. Le projet se répartit en 30 tronçons et 16 ouvrages techniques. L'enveloppe budgétaire du projet est de 8,5 milliards de dirhams. Le taux d'avancement des travaux sur l'ensemble du projet est de 30%. L'enveloppe budgétaire finale pour les 1055 km d'axe routier Tiznit-Dakhla pourrait atteindre quelques 10 milliards de dirhams avec un impact certain sur une population totale de plus de 2 millions d'habitants dans pas moins de 10 provinces du sud du royaume. Un méga projet pour réduire le temps et le coût du transport, améliorer la fluidité du trafic, élever le niveau des services, booster le confort et la sécurité routière et faciliter le transport des marchandises entre les grands centres de production et de distribution, les villes du sud du royaume et l'Afrique subsaharienne et de l'Ouest.
Alors, Monsieur Labchi, nous assistons à la réalisation de grands chantiers. Les provinces du Sud sont en passe de devenir un hub régional pour des relations plus denses et plus solides entre l'ensemble du royaume et son prolongement africain. Comment cette dimension se manifeste-t-elle sur le terrain et quelles sont ses perspectives? Bien sûr, en regardant bien sûr l'aménagement de la voie express, certainement on remarque qu'il y a que le trafic des marchandises entre les pays sud-africains, notamment la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, il est en hausse. Ça, premièrement. Je crois également qu'avec la réalisation du grand port atlantique de Dakhla, ça va être renforcé du point de vue transport maritime. Donc, ces provinces du Sud, vraiment, est constitué un hub pour le développement économique et relationnel avec des pays du Maroc, avec les pays du continent. Monsieur Mohamed Abdelhafid Abchihi, je rappelle que vous êtes directeur régional de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau de la région de l'Aïoun. Merci pour toutes ces précisions. Merci. Il est temps à présent d'évoquer un volet tout aussi important dans tout processus de développement. Je vous parle des droits de l'homme. La dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, 2548, comporte un message de fermeté au sujet de la question des droits de l'homme à Tindouf et de la nécessité pour l'Algérie de procéder au recensement de la population des camps du sud-est algérien. En même temps, la résolution onusienne salue l'action des commissions régionales des droits de l'homme du CNDH à Dakhla et l'Aïoun. Reportage Nisra El Hamdawi, Abdelal Ayed, Abdelal Chab. Dans les provinces du Sud, la préservation des droits humains et l'exercice des libertés se reflètent dans la vie quotidienne de la population locale, à l'instar de ses concitoyens dans le reste du pays. Aujourd'hui, les instruments de protection des droits humains se renforcent. L'action du Conseil national des droits de l'homme, à travers ses commissions à l'Aïoun et à Dakhla, y est pour beaucoup. Chaque commission est chargée de promotion et de protection des droits de l'homme. Pour la promotion, on travaille avec d'autres institutions, d'autres établissements et avec la société civile pour promouvoir les droits de l'homme, faire des renforcements de capacité aux intervenants dans les droits de l'homme. Ces outils de proximité du CNDH sont dotés de pouvoirs d'enquête et de contrôle élargis. La Commission régionale des droits de l'homme reçoit quasi quotidiennement des plaintes des personnes vulnérables, notamment les femmes battues, les migrants, les personnes âgées, les enfants, ainsi que les ayants des droits. Le travail des commissions régionales des droits de l'homme dans les provinces du Sud force le respect à l'international. Le 31 octobre dernier, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a salué le rôle de ces commissions à l'Aïoun et à Dakhla et l'interaction du Maroc avec les mécanismes du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Effectivement, on a reçu cette reconnaissance par fierté, mais par responsabilité aussi. Et vous savez que l'évaluation des institutions nationales des droits de l'homme est faite surtout par la commission, la sous-commission d'accréditation au sein de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Et le CNDH est depuis 2002 accrédité au statut A. Ça veut dire qu'il est conforme aux principes de Paris, ce qu'on appelle les principes de Paris, surtout la pluralité et l'indépendance de cette institution. La protection des droits humains est donc loin d'être un slogan. C'est un engagement de tous les instants. L'enjeu est de garantir le bien-être et l'épanouissement des populations locales. La promotion des droits de l'homme est en effet un processus dans lequel le Maroc s'est engagé depuis plusieurs années. Des actions saluées et reconnues à l'international. Je vous propose de suivre à cet effet cet entretien réalisé avec un ancien membre fondateur du Polisario, Ahmed Khar, qui a regagné la mère patrie en 1995 après des années en souffrance dans les geôles du Polisario. Depuis qu'il a foulé le sol du pays, il multiplie les actions au service de l'intégrité territoriale du royaume. Regardez donc cet entretien dans lequel il s'est livré à Nisra El Hamdawi, Abdelal Ayed et Abdelal Chab.
La patrie est clémente et miséricordieuse. Cette phrase a tout son sens ici, dans les provinces du Sud. Ce fut un appel lancé par feu Sa Majesté Hassan II en 1988. Une manière pour le défunt roi d'ouvrir la porte aux séparatistes repentis. Ahmed Khar en est un. Ancien membre fondateur du Polisario, il avait répondu à l'appel de la mère patrie il y a 25 ans. Aujourd'hui, l'homme se souvient de son ralliement. استفدنا من أحداث 88 اللي وقعت في المخيمات واللي هي خلافات بين القيادة نفسها. Nous avons saisi l'occasion des événements, des émeutes qui s'étaient déclenchées en 1988 dans les camps de Tindouf suite à des conflits d'intérêts entre des responsables du Polisario. Nous avions alors pu quitter les geôles pour nous retrouver dans un climat hostile à toute ouverture, à tout débat en raison du blackout imposé par l'Algérie. Et la première chose à laquelle j'ai commencé à penser alors, c'est de regagner la mère patrie. Effectivement, quand je me suis rendu compte que le Polisario étouffait toute issue, j'ai décidé de coordonner avec des trafiquants et des personnes impliquées dans le détournement des aides humanitaires entre Tindouf et le nord de la Mauritanie. Je leur ai proposé une somme d'argent, ils ont pu m'exfiltrer. Nous avons été pourchassés par des patrouilles du Polisario qui nous tiraient dessus. Les 14 années de séquestration dans les camps de Tindouf, Ahmed Khar les a vécues comme le pire cauchemar de sa vie. Jamais il n'aurait imaginé subir l'humiliation de la part de ceux avec qui il partageait autrefois des thèses fallacieuses. Entre deux gorgées de thé, il se livre et raconte tout ce qu'il a enduré dans ce qu'il appelle l'enfer. Nous avons beaucoup souffert en détention. Tout le monde est au courant des atrocités que nous avions subies. Torture, privation de sommeil, yeux bandés. Nous avons été fouettés et soumis aux travaux forcés. Toutes les années que nous avions vécues avec le Polisario, nous étions privés de notre humanité. Impossible d'entrer en contact même avec nos familles sans autorisation préalable. Des ténèbres, Ahmed Khar est sorti à la lumière, celle du pays de ses ancêtres, là où il fait bon vivre et respirer l'air de la liberté. Ce dont nous étions privés là-bas, nous en bénéficions ici chez nous au Maroc. Je ne vous cache rien si je vous dis que notre pays a réparé les atrocités que nous avions vécues dans les camps de Tindouf en Algérie. À travers le Conseil consultatif des droits de l'homme, nous avons été réparés. Après mon retour dans mon pays, j'ai pu intégrer l'administration territoriale en tant que haut fonctionnaire de la wilaya de l'Aïoun. Aujourd'hui, Ahmed Khar mène des plaidoyers à l'international en faveur de l'intégrité territoriale du royaume. Le dernier rapport du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain est pour lui un nouveau coup dur asséné aux ennemis de la nation. La résolution du Conseil de sécurité a été claire. Elle proroge le mandat de la MINURSO, mais surtout, c'est une gifle pour le Polisario et pour l'Algérie, qui se cache derrière le Polisario présenté comme étant le fer de lance du conflit. En réalité, c'est l'Algérie qui tire les rênes par ses armes, ses moyens financiers, ses munitions. Comme Ahmed, plus de 12 000 Sahraouis ont regagné la patrie clémente et miséricordieuse. Nous nous intéressons maintenant à la vocation de développement régional des provinces du Sud qui promet de devenir un véritable hub régional de coopération pour tout le continent à la faveur des grands projets structurants en cours de réalisation. Voyons comment dans ce reportage de Nisselena Oustar. Une position géographique hautement stratégique, un grand essor urbain, des projets titanesques, des infrastructures qui ne cessent de se développer, d'énormes potentialités économiques et un patrimoine historique et culturel inestimable. Les atouts dont regorgent nos provinces du Sud sont innombrables. Ils sont dignes de tous les superlatifs et font des provinces du Sud un hub régional d'exception. Un hub d'excellence qui draine continuellement des investissements essentiellement nationaux en faisant de la région l'incontournable porte d'entrée vers l'Afrique.
Le 6 novembre 2015, Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse un discours historique à la nation depuis l'Aïoun à l'occasion du 40e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Ce 40e anniversaire, le souverain l'avait voulu comme une étape décisive dans l'histoire du parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. Après tant d'années d'efforts au plan politique et en matière de développement, nous sommes arrivés au stade de la maturité, avait souligné Sa Majesté le roi. Le souverain avait ainsi donné le ton pour le renforcement du rayonnement des provinces du Sud, comme centre économique et surtout comme trait d'union entre le Maroc et son prolongement africain. D'immenses projets avaient été alors lancés dans les régions de l'Aïoun Saqiya al-Hamra, Dakhla wa Dahab et Gilmim Wadnoun, avec à la clé un cadre juridique incitatif pour l'investissement afin de garantir au secteur privé national et international la visibilité et les conditions nécessaires de compétitivité. Tout comme les autres régions, celle de l'Aïoun Saqiya al-Hamra récolte à plus d'un égard aujourd'hui les fruits de la vision royale clairvoyante. Les atouts dont dispose la région de l'Aïoun Saqiya al-Hamra sont éminemment prometteurs et font la part belle à la richesse de toutes nos provinces du Sud. La région ne cesse de générer des investissements d'envergure, des projets qui créent de l'emploi, qui concernent différents secteurs. Je cite à titre d'exemple celui des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la pêche maritime, du tourisme ou encore celui des services. Et pas que. La région l'Aïoun Saqiya al-Hamra peut également se targuer de compter à son actif 2 grandes zones industrielles aux standards internationaux. La première à Marsa et la deuxième à Bouche d'Or. Pour gérer les projets de taille mis en place, ceux encore dans le pipe et les immenses chantiers en cours de finalisation, eh bien la région fait de l'accompagnement des investisseurs une priorité absolue. Et c'est la mission qui incombe au Centre régional d'investissement. Depuis la mise en application de la réforme des centres régionaux d'investissement du Royaume, des avancées majeures ont été accomplies. Sur la seule période s'étalant de janvier à septembre 2020, 100 dossiers d'investissement ont été validés, avec une enveloppe budgétaire globale d'1,5 milliard de dirhams et la création de 3500 postes d'emploi. Pour ce qui est de la création de PME, petites et moyennes entreprises, eh bien, plus de 260 entreprises ont pu voir le jour, soit une formidable réalisation en un temps record, rappelons-le. L'essor socio-économique dont se félicitent justement aujourd'hui les responsables de la région l'Aïoun Saqiya al-Hamra concerne également celle de Dakhla wa Dahab et participe à la création d'emplois. Nos provinces du Sud jouent également un rôle clé dans la concrétisation d'une coopération Sud-Sud agissante, solidaire et exemplaire. Elles représentent même un puissant pôle d'ancrage de développement des relations entre le Maroc et le reste du continent. Plus encore, elles ont permis d'asseoir une coopération triangulaire, riche et diversifiée, en connectant plus étroitement les pays européens et africains. Une coopération exemplaire, souvent mise en avant et saluée de tous bords lors du forum Grand Montana, une plateforme d'échange d'exception qui se tient à la Perle du Sud, Dakhla. Et c'est ici que prend fin cette édition spéciale. Merci à vous de le suivre. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui ont assuré ce direct. Retour à présent à nos studios à Rabat. Bonsoir. Merci Iman. Également au menu de cette édition, le bulletin journalier de l'évolution des principaux indicateurs épidémiologiques chez nous. Ces dernières 24 heures, on recense 5836 nouveaux cas confirmés, 70 décès et 4602 rémissions. Le taux de létalité se maintient à 1,7% au moment où celui de guérison est de 81,5%. Les cas critiques et graves se chiffrent désormais à 935 cas, 203 de plus en 24 heures. 67 patients sont sous intubation et 505 autres sont sous ventilation non invasive. La région Casastat recense toujours le nombre le plus élevé de cas avec 2409 nouvelles infections, suivi de Rabat, Salé, Kenitra avec 1060 cas et puis l'Oriental avec 686 nouveaux cas recensés.
Et avant de refermer ce journal, cette information relayée par la plupart des médias américains, le démocrate Joe Biden déclaré vainqueur de l'élection aux États-Unis. Le 46e président américain a promis d'être le président de tous les Américains. Je suis honoré et empli d'humilité par la confiance que les Américains m'ont fait, ainsi qu'à la vice-présidente élue Kamala Harris, a déclaré Joe Biden dans un communiqué. Avec la campagne terminée, il est temps de laisser derrière nous la colère et la rhétorique enflammée et nous rassembler en tant que nation. A-t-il ajouté, il est temps que l'Amérique se rassemble et pense ses plaies. Selon l'ancien vice-président de Barack Obama, 70 ans, la participation record malgré des obstacles sans précédent est une nouvelle preuve que la démocratie bat avec ferveur au cœur de l'Amérique. Nous sommes les États-Unis d'Amérique, il n'y a rien que nous puissions faire si nous le faisons ensemble, a-t-il encore dit. Vieux routier de la vie politique américaine, Joe Biden a connu des hauts et des bas dans sa longue carrière à Washington, qu'il a prolongée en remportant à 70 ans la bataille face à Donald Trump et devenant le 46e président des États-Unis. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous sur Al-Oula.